La troisième vague à Mayotte semble bel et bien devenue de l'histoire passée. Lors d'une conférence de presse organisée cet après-midi, le directeur de l'ARS a loué les mérites de la campagne vaccinale. Si collectivement on est bien sorti de cette troisième vague, c'est notamment grâce à un niveau d'immunité élevé sur l'île. Et ce niveau d'immunité, on l'a eu grâce à l'engagement de la population vers la vaccination. Et c'est qu'on a eu de très bons taux de vaccination qui nous ont permis à limiter l'impact de cette vague sur la population mahoraise, premièrement. Et deuxièmement, il faut le saluer, l'engagement de la population mahoraise sur le respect des mesures barrières, sur le respect du couvre-feu. Toute l'addition de ces mesures ont fait que cette crise a été bien, gérée sur l'île au mois de décembre et janvier dernier. Olivier Brahic incite vivement ceux qui sont concernés à aller faire leur dose de rappel. Au-delà de la situation sanitaire, le directeur a évoqué le développement du système de santé en 2022 avec le lancement d'importants travaux. L'autre point, ça va être le renforcement et la territorialisation de l'offre de soins sur le territoire. Ça va être des enjeux majeurs à la fois dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et là, dès cette année, dès 2022, à l'hôpital de Mayotte, vont être engagées 4 grandes opérations. 1, le renforcement capacitaire de la maternité, le bloc obstétrical et les soins en néonatologie, la création d'unités de psychiatrie en petite aire et l'ajout d'un second scanner pour l'hôpital. Donc ça, c'est des travaux urgents qui auront lieu cette année pour le bénéfice de la prise en charge des Mahoraises et des Mahorais. 30 millions d'euros seront nécessaires pour finaliser ces travaux qui devraient être terminés d'ici la fin de l'année. En parallèle, d'autres projets sont en cours pour améliorer la santé à Mayotte. Tous les travaux d'urgence et de structuration, ils sont programmés, ils sont engagés, que ce soit les travaux d'urgence, les travaux de restructuration, on n'en a pas parlé, mais il y a des travaux de restructuration complémentaires qui vont avoir lieu dans les prochaines années, et il va y avoir le second cycle de l'hôpital. Donc tous ces travaux, tous ces projets vont aboutir, et on se met collectivement en position, à la fois de l'ARS et à la fois du côté du CHM, le DGRS et le DG du CHM, pour faire aboutir ces projets, c'est indispensable. Les choses avancent en matière de santé, même si au-delà des moyens matériels, ce sont aussi les moyens humains qui font aujourd'hui cruellement défaut. L'idée, c'est que les populations de Mayotte prennent conscience que ce qui se passe sur ce territoire n'est pas normal. Et qu'une partie des solutions, en tout cas, ne peut venir que des populations, c'est-à-dire des plus grands, des gens de nos âges, comme Hakim et moi, nous arrivons à peu près à 45, 50 ans, mais aussi les plus jeunes qui ont 35 ans, les jeunes adultes, on n'est pas encore tout à fait vieux, mais aussi les parents. Les parents ont un rôle crucial à jouer, et c'est vraiment l'idée de tous ces mouvements-là, c'est de lancer un message et de dire à tout le monde, si on se met tous ensemble et si on converge vers une même idée, cette idée forte qui est que Mayotte, qu'on puisse enfin vivre dans un climat de paix. Parce qu'il ne s'agit pas, nous on a entendu il y a quelques années des personnes dire qu'il fallait que la peur change de camp. Justement, il ne faut pas qu'on vive dans une société où les uns et les autres avons peur des uns et des autres. Il faut qu'on vive dans une société où on se respecte les uns et les autres. Ce matin, l'heure du bilan avait sonné pour le pacte de protection des tortues marines. Les différents acteurs de ce document étaient présents afin de signer un nouveau pacte qui va cette fois s'étendre sur 3 ans. On a non seulement décidé de poursuivre, mais on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait signer une convention pluriannuelle dont on discutera les budgets chaque année, mais on va s'engager, l'État, les collectivités locales et les associations, sur un travail de 3 années pour renforcer ce pacte de protection des tortues. L'objectif est de poursuivre avec les mêmes dispositifs de surveillance mis en place par les naturalistes et Oulanga Nanyamba. En effet, le pacte a permis une présence renforcée de jour comme de nuit sur les sites de ponte. Nous avons fait, pour l'année 2021, il y a eu 272 actions, dont il s'agit des observations, aussi des dissuasions
mais aussi des suivis de jour. Et ces actions ont donné des résultats bien positifs parce que ça a permis à 9 interpellations, 9 signalements de braconnage. Et puis, sur ces 9 signalements, 6 de ces braconniers ont été... il y a eu une interpellation, une intervention de la gendarmerie. Et parmi ces interpellations, il y a eu 5 braconniers qui sont déjà condamnés. En plus du pacte, le préfet a signé 2 arrêtés de protection du biotope. Le président des naturalistes nous explique les raisons de cette nouvelle mesure. Ce sont des arrêtés qui protègent des sites qui sont particulièrement importants pour la biodiversité. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne Sazilé, Charifou et Moya, Papani, c'est essentiellement les plages de ponte de tortues. Donc ces arrêtés de protection de biotope vont exercer une protection forte pour faire en sorte que les tortues soient le moins possible dérangées par la fréquentation humaine ou par le braconnage surtout. Les plages concernées seront interdites de 18h à 6h du matin. 1 an après le tout premier pacte pour protéger les tortues, l'effort est donc renouvelé afin d'en finir avec le massacre de cette espèce protégée. Le président du tribunal a d'abord une fonction d'organisation de la juridiction, en équipe avec 2 autres personnes, le procureur ou la procureure de la République et le directeur ou la directrice de greffe. Voilà. Le procureur, bien sûr, organisant son parquet, composé de substituts et de vice-procureurs, et le directeur de greffe, organisant le greffe, qui est composé de greffiers, comme on le sait, mais également d'adjoints, d'agents administratifs, voire de contractuels, de plus en plus d'ailleurs. Quant à moi, j'organise une équipe de 16 personnes, composée donc de vice-présidents et de juges. C'est ça. Voilà. Parce que faut-il le rappeler, vous êtes juge également. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc en fait, j'allais dire, je n'aime pas employer des expressions latines un peu obscures, mais en fait, disons que je suis le primus inter pares. Je suis le premier au milieu de mes pairs. Voilà. Ouais. Donc, je suis... Ça fait 32 ans que je suis magistrat. Je suis très, très attaché à l'indépendance de la justice et à l'indépendance de mes collègues et à mon indépendance, la mienne propre. Donc, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. La Direction générale de l'aviation civile a rendu public le 4e volet de son dossier d'études portant sur la construction de la piste longue. 3 éléments majeurs relevant du risque naturel ont été identifiés: l'activité volcanique, le risque cyclonique et l'élévation du niveau de la mer. Les dispositions retenues concernent donc la hauteur de la piste par rapport au niveau de la mer, la stabilité du platier et la carapace de protection du remblai digue. La hauteur de la piste longue, définie pour respecter toutes les hypothèses liées au risque naturel à l'horizon 2125, variera ainsi de 7,5 mètres au nord à 8,8 mètres au sud. Il apparaît évident que pour atteindre ces hauteurs, des aménagements seront indispensables au niveau de l'aérogare. Pour l'heure, 2 scénarios de construction sont envisagés, donc rien n'est encore décidé, mais ce nouveau rapport prouve que les choses avancent. Madagascar est tristement habitué aux catastrophes naturelles. En l'espace d'1 mois, l'île vient de subir les foudres de 3 systèmes nommés. Mardi midi, l'œil de la tempête du Mako est arrivé sur l'île de Sainte-Marie. Des pluies diluviennes se sont abattues lors des premières heures sur la partie est de la grande île. D'importantes inondations sont une nouvelle fois à déplorer. Selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, plus de 5000 sinistrés ont été recensés. 3000 personnes ont ainsi été placées dans des centres d'hébergement. Aucun décès n'est à déplorer. Mais la saison cyclonique n'est pas encore terminée. Un système au stade de dépression tropicale suit une trajectoire proche de Batsirai. Il pourrait s'intensifier et passer environ 200 km au nord de la Réunion avant de foncer sur Madagascar. Néanmoins, selon Météo France, il est encore trop tôt pour estimer précisément les impacts sur les terres habitées. La feuille de route de la maison départementale des personnes handicapées se dévoile. En 2022, l'établissement entend déployer plusieurs mesures concrètes, notamment en ce qui concerne la dématérialisation de la plupart des mesures administratives et la création d'un espace numérique confidentiel. Les agents qui devront accueillir les ayants droit bénéficieront d'un plan de formation pluriannuel pour accompagner au mieux les bénéficiaires.
Par ailleurs, dans le but de sensibiliser le grand public sur les questions du handicap et de changer les regards, la MDPH prévoit la création d'un dispositif particulier financé par le conseil départemental. Enfin, la structure souhaite déployer un minibus aménagé pour assurer au mieux la proximité des services dans les coins les plus enclavés de l'île. L'installation de 3 nouvelles antennes locales sont prévues au cours des prochains mois à Dembéni, Petite-Terre ainsi qu'au nord de l'île.